Mesdames, Messieurs, bonsoir. Où en est l'accord de libre-échange Maroc-US 18 ans après son entrée en vigueur? 18 ans, l'âge de raison et de la mise au point. Et c'est dans cet esprit que le département du commerce américain Washington a accueilli hier les travaux de la 8e session du comité conjoint chargé du suivi de cet accord. Les discussions ont porté sur les secteurs cibles classiques des exportations marocaines vers les US, à savoir l'agriculture, le textile ou encore l'automobile. L'investissement n'est pas en reste puisque le ministre de l'Industrie et du Commerce a mis en avant les 150 entreprises américaines renommées établies au Maroc. Côté américain, le Maroc représente la plateforme pour créer de nouvelles opportunités économiques et commerciales pour les compagnies américaines. C'est ce qu'on pouvait lire dans le communiqué publié à l'issue de ces discussions. Profitons donc de la tenue de cette session pour d'abord dresser un bilan d'étape de l'ALE Maroc-USA et l'occasion aussi pour nous d'analyser les moyens de consolidation de cet accord et les enjeux futurs qui s'étendent à l'ensemble du continent. Était présent à cette réunion le ministre de l'Industrie et du Commerce Riyad Mezzour, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Washington, M. Youssef Amrani, ainsi que de hauts responsables marocains et américains donc, dont le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce qu'on pouvait voir sur la photo, qui se joint à nous justement depuis Washington. Abdelwahid Rahal, bonsoir et merci de vous joindre à nous ce soir. C'est un plaisir, Ihsan, d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, tout le plaisir est pour nous. Depuis Washington aussi, l'analyste américain Calvin Dark, bonsoir et merci à vous également de répondre à nos questions. Bonsoir. Avec moi en plateau, puisqu'il s'agit de sujets hautement stratégiques et de sujets économiques, le professeur d'économie qu'on ne présente plus, professeur Zakaria Firanou. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci, toujours un plaisir partagé. Alors bien sûr, l'actualité, c'est cette réunion donc, qui s'est tenue à Washington, 8e session du comité conjoint chargé du suivi de l'accord de libre-échange USA-Maroc. Ma première question, Abdelwahid Rahal, l'ordre du jour donc de cette 8e session, les enjeux du suivi de l'accord de libre-échange. Comme vous l'avez dit au début de votre émission, le comité se réunit parce qu'il est prévu dans l'accord cadre un rendez-vous annuel. Et c'est une réunion qui permet de faire le point, bien entendu, sur les réalisations, sur les avancées, sur les contraintes au développement des échanges commerciaux d'investissement dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais surtout pour faire le point sur les perspectives de développement et de renforcement de partenariats dans le cadre de libre-échange, surtout sur les échanges commerciaux. En termes d'enjeux, comme vous savez que le Covid-19 et les tensions géopolitiques qui ont suivi ont perturbé fortement, on va dire, les chaînes de valeur, ce qui a poussé à un retour, en fait, à un protectionnisme et à une réflexion aujourd'hui sur une relocalisation des chaînes de valeur. Et donc, le Maroc constitue aujourd'hui une solution à ces problématiques-là, avec ses atouts en termes d'infrastructure, en termes de localisation, en termes de ses compétences humaines. Et donc tout ça, on l'a mis en valeur lors de notre réunion du comité pour vendre la place Maroc en tant que base compétitive de production et d'exportation pour servir à la fois le marché américain, mais aussi les marchés d'intérêt commun Maroc et USA. Alors, quand on parle justement des réalisations, est-ce que à ce jour, donc 20 ans après la signature de l'accord, donc ça a été en 2004, en 2006, juin 2006 pour être exact, l'accord est entré en vigueur. Alors oui, il y a eu des avancées notables. Les exportations américaines vers le Maroc ont augmenté de 70%. Pareil pour les exportations marocaines vers les États-Unis ont été multipliées par 3, un peu plus de 3. Donc ces chiffres-là sont bons, mais la balance continue de pencher plus du côté américain que marocain. C'est le constat premier si on regardait un peu l'état de la balance commerciale dans le cadre de cet accord de libre-échange.
C'est certes, il y a un déficit commercial en faveur des Américains, mais cela, il ne faut pas le prendre en tant que valeur absolue. Il faut analyser ces chiffres-là et vous allez trouver que plus de 50% des importations en provenance des États-Unis constituées principalement des produits énergétiques, les hydrocarbures, également des intrants et des semi-produits destinés à notre industrie. Donc, il ne faut pas voir le déficit commercial tel qu'il est, mais beaucoup plus une opportunité pour renforcer également notre industrie. Donc, ce que vous dites en fait, c'est que, juste pour qu'on explique peut-être aux téléspectateurs davantage, c'est que les produits qu'on importe et qui sont comptabilisés dans les imports depuis les États-Unis sont utilisés ou on va dire transformés dans le cadre de l'industrie au Maroc, soit-elle peut-être aéronautique, automobile, quel secteur en particulier ? Tout à fait, tout secteur confondu, mais principalement le secteur aéronautique, donc qui est alimenté aujourd'hui par des intrants en provenance des États-Unis. Donc, c'est une alimentation, en fait, de notre industrie, c'est une transformation de notre industrie et qui donne aujourd'hui, qui booste nos exportations vers le marché international. Très bien. Calvin Dark, comment est-ce important, justement, selon vous, pour l'administration américaine, de maintenir un suivi sur des accords qui ont été signés depuis 20 ans, depuis 2 décennies maintenant? Oui, c'est très important ici pour les Américains, surtout parce que l'accord de libre-échange qu'on a avec le Maroc, c'est le seul en Afrique. Et si vraiment l'Afrique, c'est une priorité, si ça va être une priorité pour l'avenir, il faut protéger ce qu'on a. Et aussi, je crois que ici aux États-Unis, on se rend compte que pour l'évaluation de l'accord de libre-échange, pour faire cette évaluation après ces années, il faut regarder au-delà du commerce, parce que le commerce, c'est bien le côté économique, mais il faut voir aussi tous les autres projets, initiatives et efforts ensemble qui soutiennent l'environnement de commerce. Sous le leadership de Sa Majesté, par exemple, les initiatives pour l'infrastructure, pour l'investissement et aussi pour les promotions de les droits de la femme. Tous ces efforts contribuent à un environnement où l'accord de libre-échange entre nos deux pays peuvent être ce qu'il peut être. Mais sans le suivi, sans l'évaluation, en continu, c'est impossible. C'est pour ça que c'est important pour les États-Unis. D'autant plus que c'est important. J'aimerais bien qu'on s'arrête aussi sur cet élément qui est très important quand on parle de commerce, mais aussi d'investissement, c'est la confiance. Et je pense que dans la culture américaine, corrigez-moi si je me trompe, Calvin Dark, je pense que c'est l'élément le plus important avant de faire du commerce avec un pays ou d'y investir un quelconque capital. Comment, selon vous, cet élément-là, cet ingrédient-là, a quand même boosté les investissements américains qui représentent à ce jour près du tiers du total des investissements directs étrangers sur les terres marocaines? Oui, je crois que c'est aussi la stabilité sur le plan sécuritaire. Okay. Ça, c'est important parce que, par exemple, le programme Prosper Africa, c'est un programme économique, mais à la base sécuritaire. Ça fait partie de notre stratégie de sécurité nationale. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Maroc. Un, c'est pour nos relations, c'est bien, les relations bilatérales. Mais on sait aussi que le Maroc est leader dans la région pour la sécurité et sur le plan sécuritaire et la stabilité. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir la prospérité économique. Et on sait que si le Maroc continue à être leader pour aider ses voisins avec la lutte contre le terrorisme, avec la lutte contre l'instabilité, le Maroc peut être cette passerelle pour l'Afrique. Alors, les États-Unis, nous savons que la limite, c'est pas le Maroc, c'est juste le commencement, le début, mais il faut faire face aux défis sécuritaires et sur le plan de stabilité. Et le Maroc est bien placé pour faire ça aussi. Alors, je crois que ça fait partie du raisonnement des Américains pour vraiment soutenir l'accord de libre-échange.
Alors, pour une vision beaucoup plus macro, Zakaria Ferranou, les accords de libre-échange sont un instrument très puissant. C'est connu, très puissant bien sûr pour le développement économique. On parle d'échanges commerciaux, mais on parle aussi d'investissement. Mais il nécessite quand même une gestion très, très prudente et des négociations vraiment au millimètre près pour en tirer tous les avantages et en faire vraiment un outil de développement économique et socio-économique. C'est là, est-ce que vous pensez que c'est un accord qui, à ce stade, aujourd'hui, avec la maturité qu'il a atteint, pourrait être revu ou quels sont les points, peut-être quelles sont les contraintes qui empêchent une optimisation d'un accord aussi important, le seul en Afrique, comme ça a été rappelé par Calvin Dirk? Très bien, bon, je rejoins totalement ce qui a été dit par nos collègues et nos amis aux États-Unis, à Washington. Et je suis tout à fait d'accord que les accords de libre-échange avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Chine, il faut les prendre avec une certaine logique qui n'est pas uniquement économique. Ça veut dire qu'il ne faut pas analyser uniquement sur le plan de ce que je vais gagner, ça veut dire coût-bénéfice par rapport à l'économie, mais je crois qu'il faut prendre ça de façon multidimensionnelle. Maintenant, si je rentre un peu dans le caractère économique, donc, chiffre à l'appui, ce que vous avez cité, c'est qu'après, on peut dire 18 ans, on peut dire 20 ans, etc., dépendamment de la signature ou l'entrée en vigueur. Mais globalement, c'est bénéfique jusqu'à aujourd'hui pour les États-Unis. Pourquoi? Par une simple raison, les exportations américaines, ils ont été multipliées par 7. Ça veut dire qu'on est passé à peu près de 600 millions de dollars. Aujourd'hui, chiffre à 2023, on est à peu près à 5 milliards de dollars. Et donc, automatiquement, c'est un chiffre très important. Par contre, en termes d'exportation, nous sommes uniquement à 1,4 milliard. Exact. Donc il y a un déficit, en quelque sorte, qui est aux alentours de 3,5-4 milliards de dollars. Maintenant, si je reprends un peu l'idée de notre collègue de Washington, donc c'est très important de le dire, nous importons en majorité à peu près 3 milliards de gaz, de pétrole des États-Unis, donc automatiquement ce qu'on appelle le gaz pétrolier. Et donc dans ce sens-là, ça rentre un peu dans ce qu'on appelle notre politique énergétique, et ça peut faire bénéficier toutes les industries qui utilisent un peu de l'énergie. Et ça représente une part très importante des importations qui viennent des États-Unis. Et donc, est-ce que ça permet un peu de booster notre industrie? Je vais dire oui. Mais en termes, je dirais micro, ça veut dire en relation bilatérale, on est déficitaire. Et donc là, si vous me posez la question, est-ce qu'il faut revoir ces négociations? Je pense que oui. Et il faut aussi avoir une certaine prospection du marché américain. Qu'est-ce qu'on exporte à l'Amérique? On exporte des produits qui sont à valeur ajoutée très réduite. On parle des agrumes, on parle de produits qui sont liés à ce qu'on appelle les produits qui sont un peu les dérivés de phosphate, etc. Et nous avons des produits qui sont agricoles. Donc automatiquement, nous avons, si on peut le dire de façon directe, des produits qui sont à valeur ajoutée très faible. Et donc aujourd'hui, il faudra qu'on essaie de prospecter mieux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Monsieur le ministre était là-bas. Il faut qu'on rentre dans des niches, je dirais, de compétitivité qui permettent au Maroc de devenir plus compétitif et proposer des produits qui seront, je dirais, balancer en quelque sorte ce déficit commercial. Il faut juste indiquer une chose très importante, c'est que avant les accords de 2006-2004, les relations, ils étaient, je dirais, très très faibles. Ce qui est très important aujourd'hui à dire, c'est que le taux d'intégration entre les États-Unis et le Maroc, il a augmenté de façon phénoménale. Ça veut dire que si vous prenez les exportations plus les importations et vous divisez pour calculer ce qu'on appelle un taux d'intégration, il est très important. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une relation économique qui est très intense. Vous avez également évoqué l'idée de ce qu'on appelle les IDE. Certes, les États-Unis, ce n'est pas le pays dominant en termes d'IDE, mais ils se classent dans une troisième, dans un classement ou troisième position, mais ça reste aussi un pays où nos relations deviennent de plus en plus intenses. Et donc, je réponds directement, oui, il faut revoir ces relations, il faut rentrer dans, une relation win-win, et qui doit prendre en considération également, pas uniquement le côté économique, mais d'autres côtés. Parce que l'alliance avec les États-Unis, en termes politiques, en termes stratégiques, en termes aussi de stratégie future, nous parlons par exemple du projet Atlantique, vous voulez faire une marine marchande, l'appui des États-Unis est très important dans ce sens. Le Maroc veut être la porte vers l'Afrique, les États-Unis constituent un appui très important, et donc là, il y a tout à gagner, pas uniquement au niveau commercial, mais aussi au niveau de l'ouverture géostratégique sur l'Afrique et sur le monde par rapport au commerce international. Puisqu'on parle de commerce, nous avons avec nous, je le rappelle, le directeur du commerce au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, Abdelwahed Rahal. Est-ce que vous partagez l'avis de Zakaria Ferranou sur le poids des exportations marocaines, de ce qu'on exporte? Est-ce qu'on pourrait gagner déjà
en leverageant un peu sur la valeur ajoutée des produits qu'on exporte. Peut-être aussi rappeler qu'est-ce qu'on exporte principalement vers ce grand pays, un énormissime marché qu'est le marché américain. Il faut savoir déjà que le marché américain, c'est un marché géant et qui demande des volumes importants, qu'aujourd'hui, nos entreprises ne peuvent pas satisfaire des grandes commandes. Ça, c'est une problématique et qu'il faut la mentionner. Mais derrière les chiffres, il faut voir que le Maroc, il est en train de diversifier, on va dire, ses exportations. Et d'ailleurs, notre réunion d'hier autour du comité, nous avons mis en œuvre un peu les produits importants de grande valeur ajoutée au Maroc. Et d'ailleurs, là, on a eu hier, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Mzour, a eu une réunion avec le sous-secrétaire d'État chargé de l'énergie. Et là, le sujet, la thématique était l'étude de l'opportunité de mise en place d'un écosystème de batteries au Maroc. Ça veut dire que le Maroc, il a des atouts, il y a un potentiel. Aujourd'hui, on est vraiment vers une diversification de nos exportations avec des produits de grande valeur ajoutée. Nous avons identifié également d'autres produits. C'est des produits, par exemple, des viandes traitées thermiquement, les fruits et tout ça. Il y avait des contraintes phytosanitaires sur lesquelles on a vraiment franchi le pas pour faciliter un peu l'accès de nos produits. D'ailleurs, uniquement sur le produit agricole et agro-industriel, nous avons fixé hier l'objectif de doubler nos exportations d'ici 2030. On passe à quelque chose. Comment va-t-on doubler les exportations à l'horizon 2030 ? Concrètement, avec quelle stratégie? On a déjà une expérience, ça fait quand même 18 ans, peut-être un peu moins que les exportateurs marocains ont posé pied sur le territoire américain, mais comment doubler les chiffres qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont avec les marges qui sont aujourd'hui enregistrées? Alors, on s'est mis d'accord pour la mise en place d'une feuille de route. Donc, il y a tout un travail qui va se poursuivre entre les équipes techniques des deux parties pour une mise en œuvre très rapide. Donc, aujourd'hui, le doubler le chiffre, c'est un objectif, j'estime qu'il est atteignable facilement. Et dans ce cas-là, on a parlé avec la partie américaine pour un investissement au Maroc pour servir le marché également au Maroc. C'est une option parce que, comme vous le savez, nous avons besoin d'un savoir-faire, nous avons besoin d'un co-investissement pour pouvoir servir ce marché qui est un marché géant. On n'est pas en train de parler d'un petit marché, c'est un marché géant qu'il fallait les moyens pour le servir. Donc, aujourd'hui, je pense que il faut considérer le Maroc juste comme une plateforme de production et d'exportation. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est comment rapprocher un peu les hommes d'affaires des deux côtés pour échanger et identifier les opportunités. Je donnerai l'exemple, par exemple, des textiles. Nous avons convenu d'un échange de visites entre les hommes d'affaires textiliers marocains et leurs homologues américains. La même chose sur les produits agro-industriels. Donc, il y a toute une conscience pour mettre en relation le secteur privé des deux côtés. Donc, c'est le secteur privé qui doit jouer le rôle. D'autres choses, on a eu de faciliter de la partie américaine pour nous aider à appréhender davantage les normes et les réglementations américaines, parce que ce sont des normes qui diffèrent totalement des normes européennes. Et donc, sur ces deux choses, nous avons mis en place un cadre de partenariat pour pouvoir surmonter ces difficultés en termes de normes et de réglementation. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a les prérequis pour, améliorer davantage nos exportations vers le marché américain, et pas uniquement vers le marché américain, mais également vers d'autres marchés en utilisant en fédérant un peu les synergies entre les deux parties. Alors, les principaux objectifs des ALE, c'est la réduction et l'élimination des droits de douane, la suppression des barrières non tarifaires, la protection des investissements. Je vais m'arrêter sur ces deux premiers objectifs. La réduction et l'élimination des droits de douane et la suppression des barrières non tarifaires. Vous avez évoqué, Abdelwahed Rahal, le secteur du textile. Qu'en est-il des matières premières qui peuvent poser problème à l'exportation de produits textiliens fabriqués au Maroc vers les États-Unis ?
Alors, si nous prenons l'exemple des textiles, c'est vrai, on a un problème de matières premières parce que les règles d'origine au niveau américain sont très contraignantes. Ils demandent une double transformation plus une valeur ajoutée de 35% minimum. Aujourd'hui, on est en train de monter ensemble pour assouplir ces règles d'origine. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux produits fabriqués au Maroc pour partir au marché américain. Donc, c'est un assouplissement des règles d'origine, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, et également d'identifier des niches, parce que aujourd'hui le marché américain, il est, comme je le dis, est large, et qu'il faut se positionner sur des niches. Et c'est l'objet, disons, de la rencontre qu'on est en train d'organiser vers début septembre entre une délégation marocaine de textile qui va faire le déplacement aux États-Unis. Effectivement, c'est juste pour identifier les opportunités. Nous sommes conscients de l'existence des opportunités. Maintenant, il faut les identifier et adapter les règles d'origine en conséquence. Très bien. Calvin Dark, vous avez parlé d'un point très important tout à l'heure, c'est en fait qu'un accord de libre-échange, et cela a été d'ailleurs confirmé par mon cher Zakaria Firano, ça ne dépend pas, ce ne sont pas que des enjeux économiques, cela va au-delà des enjeux économiques. Que gagnent justement les entreprises américaines quand elles choisissent le Maroc pour sa stabilité, pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, et comment davantage créer une certaine synergie entre les compagnies américaines et les compagnies marocaines vers l'Afrique? Oui, je crois que le Maroc est dans une situation unique, qui est favorable, mais il y a aussi un challenge, un défi. Moi, j'ai été un des organisateurs d'un événement Brand Morocco. C'était pour le branding du Maroc en 2007, juste après le commencement de l'accord de libre-échange. Et la situation unique du Maroc, on a fait des sondages auprès des businessmen, des institutions, des business schools, sur qu'est-ce qu'il y a au Maroc, qu'est-ce qu'il y a pour l'investissement. Le problème, c'était que le Maroc, l'idée, c'était positive. Il n'y avait rien de négatif, rien de doute. Mais on ne savait pas, à part des films et des chameaux, qu'est-ce qu'il y avait au Maroc. Et je crois qu'il faut sensibiliser les Américains sur qu'est-ce qu'il y a pour offrir au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines, et les Américains ne savent pas. Je crois aussi, un de mes conseils pour le Maroc, c'est de market le Maroc comme le début en Afrique. J'étais dans une réunion il y a un mois et le sujet c'était qu'est-ce que le président Biden veut faire avec l'Afrique s'il gagne pour un deuxième mandat. Parce qu'il a fait une promesse qu'il allait visiter un pays africain pendant son mandat. Il n'a pas fait, il n'a pas intention de faire avant les élections. Alors, l'administration a essayé de clarifier que l'Afrique est une priorité. Et un des participants dans cette réunion, il a dit, chaque fois qu'on mentionne l'Afrique, des pays en Afrique, on pose des questions sur la situation humanitaire. Pourquoi pas la situation hôtelière? C'est-à-dire que l'image de l'Afrique, c'est toujours l'aide humanitaire, l'instabilité, les problèmes. Jamais l'investissement dans les hôtels, dans les centres de conférence, dans des grosses entreprises. Et je crois que si le Maroc peut aussi faire passer le message que le Maroc est comme une porte pour l'Afrique, pour faire l'investissement dans les autres pays africains, ça peut ajouter cette valeur du Maroc auprès de businessmen américains. Alors, il y a quelque chose qui a été évoqué aussi, un point positif qui a été évoqué, ou peut-être une perspective d'avenir qui a été évoquée hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est l'impact de l'ALE sur l'impact de l'Inflation Reduction Act sur l'accord de libre-échange. Comment voyez-vous cela, Calvin Dark, du regard de l'observateur justement que vous êtes de ce qui se passe un peu dans votre pays, les États-Unis? Et ça... C'est pour ça que les élections en novembre, il y a beaucoup de choses en jeu. Parce que un des succès pour l'administration Biden, c'est l'Infrastructure Act. Mais le problème, c'est que
ces choses sont longues, mais sont solides pour l'avenir. Et le problème, c'est que le but de cette initiative, c'est d'améliorer l'infrastructure et aussi des autres projets liés à l'infrastructure aux États-Unis et aussi d'améliorer nos échanges avec nos alliés, surtout avec les pays comme le Maroc, qu'on a l'accord de libre-échange. Le problème, c'est que les républicains, surtout Donald Trump, il veut garder ses bénéfices pour les États-Unis et changer les effets pour nos alliés. Trump, il a dit que s'il est élu, il veut à peu près 10% de tarifs sur tous les produits venant de l'étranger. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques avec ça parce que c'est un conflit avec beaucoup de nos accords de libre-échange, mais ça démontre la mentalité différente pour les républicains. Alors, je crois que c'est pour ça les relations futures économiques entre nos deux pays est en jeu parce que la perspective de qu'est-ce qu'on peut gagner aux États-Unis du Maroc et des autres pays, et il n'y a pas un consensus si vraiment c'est de valeur pour nous. Et j'espère qu'on peut continuer. Est-ce que vous pensez que les changements d'administration, Zakaria Ferranou, ont un impact sur les politiques de commerce extérieur et d'investissement de certains pays alliés, rappelons-le. Oui, je vais répondre. Bon, je fais pas de la science politique, mais je vais répondre directement. C'est que tout projet électoral, vous avez un mandat, vous avez une conception économique derrière. Et donc, ce qui a été évoqué tout à l'heure, nous savons très très bien qu'il y a une grande différence entre l'administration Trump et l'administration Biden, surtout sur le plan économique. Et comme ça a été évoqué par notre expert à Washington, c'est que nous savons très très bien que Trump, il est très protectionniste pour les États-Unis. Et donc, il va essayer au maximum de pouvoir faire bénéficier les États-Unis de ces accords de libre-échange. Bon, en imposant peut-être quelques restrictions, barrières à l'entrée à l'économie américaine ou choisissant d'autres mécanismes qui permettent aux États-Unis d'être plus bénéficiaires par rapport à ces accords de libre-échange. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le Maroc. Et donc là, j'aimerais bien rebondir sur ce que j'ai écouté des deux collègues. Donc, premièrement, c'est que je crois que si le Maroc, il veut réussir dans ses accords de libre-échange avec les États-Unis, il faudra qu'on soit très pragmatique. Premièrement, nous sommes une petite économie, donc nous ne sommes pas une grande économie, nous n'avons pas la taille de la Chine, nous n'avons pas la taille de la Malaisie, etc. Donc nous sommes une petite économie. On ne représente pas vraiment de la concurrence, pour être clair dans vos propos. Non, pas de la concurrence. C'est pas vraiment de la concurrence. Non, parce que voilà. C'est ça, les accords de libre-échange, ça peut être aussi relevé, c'est-à-dire la concurrence. Mais en tout cas, on n'est pas... Non, on n'est pas en concurrence avec les États-Unis, ça c'est clair. Et les États-Unis, c'est un grand pays, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, si on veut réussir dans ces accords, il faut qu'on prenne des modèles qui ont réussi avec les États-Unis. Et ces modèles-là, je prendrai deux pays qui ont réussi. Vous avez la Corée du Sud, elle a réussi dans sa pénétration du marché américain parce qu'elle a choisi la meilleure porte d'entrée, là où il aura ce qu'on appelle des avantages compétitifs. Vous avez également, je ne me souviens pas... Avec des économies peut-être comparables avec le Maroc, on a le Chili. Et plus ou moins, c'est la même date de signature. Voilà, et donc normalement, moi je crois, bon, vous avez évoqué le Chili, moi j'allais évoquer un autre exemple, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je devrais dire... économie comparable, si... Oui, je comprends, économie comparable, mais économie comparable, si on revient dans l'histoire, lorsque la Corée du Sud a démarré avec les États-Unis, donc elle a cherché un créneau où il y aura énormément de valeur ajoutée. Elle a choisi des créneaux technologiques, des créneaux où elle pourrait entrer par rapport en concurrence, pas avec les États-Unis, mais avec d'autres pays, mais elle a bénéficié un peu de cet équilibre entre les États-Unis et la Corée du Sud. Vous avez le Chili également, et je pense que le Maroc doit partir dans le même élan. Ça veut dire on devrait avoir une idée. Vous avez tout à l'heure, notre ami américain, il a soufflé un élément très important. En 2007, on avait des prospections qui ont été faites, il l'a dit directement. Ça veut dire qu'il y avait des Américains qui sont venus, ils ont fait des entrevues, des entretiens, ils ont fait l'étude de marché, ils ont étudié. Est-ce qu'on a fait la même chose aux États-Unis? Est-ce qu'on a étudié quels sont les produits par lesquels on peut rentrer? Parce que maintenant, moi j'ai écouté un peu notre responsable du commerce extérieur, on parle un peu de doubler l'exportation en termes agricoles. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui constitue vraiment l'arme par laquelle on peut rentrer ou on peut pénétrer le marché américain? Nous avons de la sécheresse qui commence à devenir de plus en plus structurelle. Nous avons une pénurie de pluviométrie. Alors, je ne sais pas comment on pourrait être compétitif dans l'agriculture. Un autre élément, c'est que, oui,
on parle des États-Unis, mais est-ce qu'on a prospecté? Quel est le domaine par lequel le Maroc veut rentrer? On parle d'énergie renouvelable. Nous avons signé des accords avec la Chine. Nous savons très très bien que les deux technologies sont en concurrence, surtout en matière d'énergie renouvelable. Et aussi par rapport aux voitures. Des batteries qui ont été évoquées par Serhal. Ça a été évoqué. Maintenant, la technologie américaine est très différente de la technologie chinoise. Maintenant, si nous, on veut se positionner... Bon, on parle ici des entreprises. Vous savez, la Tesla, elle a une très grande concurrence avec les entreprises chinoises. Ils n'ont pas la même technologie et ce n'est pas la même perception. Donc là, le Maroc, où est-ce qu'il se positionne par rapport à ça? Quelle est sa stratégie de pénétration du marché américain? Si on arrive à définir une très bonne stratégie par rapport à des niches spécifiques et qui sont à très haute valeur ajoutée, là, on pourrait avoir un accord de libre-échange qui sera bénéfique aux États-Unis et également au Maroc. Je ne dis pas qu'on devrait dépasser les États-Unis parce que c'est impossible. Nous parlons de la plus grande économie du monde, mais on devrait en tirer bénéfice. Troisième élément, on parle du textile. Moi, je pense, à part les contraintes dont vous avez évoquées, un peu les contraintes des barrières à l'entrée aux États-Unis par rapport au textile, est-ce que le secteur textilois, est-ce qu'il est assez compétitif par rapport aux États-Unis? Bon, si vous regardez l'industrie textile aux États-Unis, je ne sais pas comment on pourrait être compétitif par rapport à cette industrie-là. Bon, sauf si on est uniquement, je dirais, une plateforme d'investissement pour les investisseurs américains. Ça veut dire qu'ils vont utiliser le Maroc comme étant une porte d'entrée vers l'Afrique et pour pouvoir un peu exporter leurs produits. Sachant que les produits américains ne sont commercialisés généralement que dans dans le continent américain. Ça veut dire même, bon, c'est très rare, mais ils ne sont pas dominants en Europe, ils ne sont pas dominants en Afrique. Et donc là, je ne sais pas quelle perception nous avons par rapport au secteur textilois, sachant que lui aussi, il a suffisamment, et il faut le dire, les stratégies qui ont été menées, certes, elles ont conduit à la réussite de quelques secteurs. Je cite le câblage, je cite l'industrie automobile, mais les externalités négatives, c'était sur le secteur textilois, parce qu'on utilise la même main-d'œuvre, surtout dans le câblage. Bien sûr, je vais faire réagir le responsable et représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est Abdelwahid Rhal. D'abord, on entend ce que dit Sifirano, à très juste titre, beaucoup de questions sur cette approche marocaine vis-à-vis de cet ALE. Je me suis penchée sur la question depuis quelques temps. J'ai été aussi... au courant de comment se sont passées les négociations, etc., etc. Est-ce que finalement, on peut rectifier le tir et mieux se positionner pour tirer plein profit de cet ALE? Écoutez, nous avons défendu nos intérêts comme il le faut. Donc, c'est un moment de poser les problématiques, de poser les contraintes, barrières au commerce. Et donc, cela, et le textile a été un des secteurs qui a été fortement débattu pour positionner un peu notre... Et c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord sur le besoin d'assouplissement des règles d'origine. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème en amont, on n'a pas les matières premières, et donc les règles actuelles d'origine exigées pour accéder au marché américain exigent à ce qu'il y ait une double transformation. C'est-à-dire que vous avez avant le tissu, après transformer le tissu, et puis vous exportez. Cela, ça constitue une contrainte majeure pour nos exportations. Et c'est pour ça que nous avons étudié la possibilité sur certaines, je dirais, filières sur lesquelles nous avons une compétitivité. Et là, je pourrais corriger votre invité pour lui dire que la compétitivité du textile marocain est confirmée. Donc, nos produits sont destinés à l'export, mais ils sont principalement l'Europe, mais ils se retrouvent aux États-Unis. Ça veut dire que la compétitivité, il n'est pas question sur la compétitivité, c'est beaucoup plus sur les barrières imposées aujourd'hui par la partie américaine. Aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour assouplir un peu ces règles d'origine pour permettre une simple transformation avec une valeur ajoutée. Ça permet l'accès au marché. Donc, nous sommes conscients de la problématique. Nous avons long et large discuté la problématique. Il y a une compréhension de l'autre côté. Et je pense qu'aujourd'hui, la mise en relation entre
le secteur privé de deux parties va faciliter un petit peu et identifier un peu les opportunités. S'agissant de l'autre produit, vous avez parlé de la Corée du Sud, c'est un exemple qu'on pourrait étudier. D'ailleurs, sur la batterie, la Corée du Sud a bénéficié d'une souplesse en termes de règles d'origine pour considérer uniquement soit on va dire un changement de position tarifaire ou une valeur ajoutée de 35 mois et pas le cumul. Aujourd'hui, on a posé la problématique et aujourd'hui, il y a une ouverture pour donner cet avantage parce que les pays qui ont un accord de libre-échange avec les États-Unis ont bénéficié de cette souplesse-là. Et nous avons demandé ça. Donc, nous sommes confiants qu'on va arriver à ce résultat. D'ailleurs, la réunion d'hier, on s'est mis d'accord pour la continuer les discussions pour la mise en place d'un écosystème de batterie au Maroc. Aujourd'hui, on est en train de se positionner sur certains produits de grande valeur ajoutée et qui constituent aujourd'hui la bataille au niveau, on va dire, international. Certes, comme l'a dit votre invité, c'est des économies qui ne sont pas différentes. Nous sommes une petite économie par rapport aux États-Unis, mais nous travaillons pour identifier des niches sur lesquelles on peut se positionner. Et l'idée d'avoir un donneur d'ordre qui s'installe au Maroc, c'est une option qui n'est pas du moindre, et nous sommes en train de travailler. Et donc, c'est le rôle aujourd'hui des secteurs privés qui doivent jouer leur rôle pour rapprocher un petit peu et identifier les opportunités. Alors, si le secteur privé identifie les opportunités, je vais vous interpeller sur deux points, parce qu'à demi-mot, on vous a aussi interpellé côté américain, du côté de Calvin Dog, sur le marketing finalement de la marque Maroc. Est-ce que ce n'est pas un peu un point d'amélioration sur ce point de marketer davantage ou mieux, que sais-je, cette marque Maroc, d'autant plus que le marché américain reste un marché très exigeant. Certes, on n'a pas les moyens, effectivement, mais est-ce que, quand je dis exigeant, si on parle d'agroalimentaire, les règles de la Food and Drug Administration, de la FDA, sont des plus strictes au monde? Et est-ce que finalement le secteur privé peut y arriver seul, côté logistique et côté aussi pour être vraiment pour être conforme, voilà, j'y arrive, pour être conforme à ces règles ultra strictes. Que fait l'État pour accompagner ce secteur privé, justement? Marketer et répondre aux strictes règles sanitaires de la FDA ou d'autres règles d'origine tarifaire ou douanière? Déjà, il faut massifier on va dire, la communication au niveau du marché américain. Et rien que la semaine dernière, nous avons pu mettre en relation l'AMIT, donc l'Association marocaine de textile et d'habillement, avec le NCTO, donc son équivalent aux États-Unis. Donc, il y a un manque de communication. Donc, déjà, cette mise en relation permet d'identifier les niches. Maintenant, quand il y a identification des niches, il y a l'opportunité, il y a un travail de l'État derrière. Et ce travail-là, c'est en termes de certification. Il faut que les produits soient certifiés en termes pour répondre aux exigences américaines. Et la partie américaine, elle est disposée également pour apporter son expertise, pour apporter son assistance. Et d'ailleurs, nous avons convenu à faire des réunions sectorielles pour mieux expliquer les réglementations, les normes par secteur. On parle de l'automobile, on parle de l'agroalimentaire, on parle de textile et j'en passe. Donc, il faut qu'on travaille en parallèle. Donc, l'identification, c'est aux opérateurs privés qui doivent identifier les opportunités et les niches en le mettant en relation avec leur homologue américain. Et de notre côté, sur le côté institutionnel, donc je parle du gouvernement marocain et du gouvernement américain, de trouver un peu les leviers pour arriver à cet objectif-là. Je pense aujourd'hui, du moment que nos produits sont, commerciables au niveau du grand marché en Europe et autres, je pense qu'ils sont beaucoup plus faciles pour accéder au marché moyen américain, moyennant bien sûr des efforts supplémentaires sur lesquels nous sommes bien entendu disposés pour apporter le concours pour aboutir à une certification des produits marocains destinés au marché américain.
la coopération sud-sud, à nouveau, les opportunités qui ont été identifiées, nous en avons parlé aujourd'hui. L'Afrique est importante aussi, quelle que soit l'administration, Calvinder, qui sera en place d'ici la fin de l'année. Mais quelle que soit cette administration, je pense qu'aujourd'hui, inévitablement, comme le fut pendant un temps cette région d'Indo-Pacifique importante pour une certaine administration Obama, aujourd'hui, l'Afrique est indéniablement un point important pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Quand on parle de passerelle, vous avez parlé tout à l'heure, et ça a été aussi évoqué par le responsable américain lors de ces discussions, quand on parle de passerelle, est-ce qu'un ALE avec les États-Unis pour le Maroc est un point positif ou ça risque de freiner justement vers l'Afrique en tenant compte justement des barrières tarifaires et douanières avant l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange africaine? Oui, je sais que c'est très compliqué de ce côté, mais je crois que c'est un avantage pour le Maroc, surtout d'être la passerelle. Et moi, les conseils que j'ai, il faut connaître les Américains parce que nous sommes uniques et c'est pas toujours bon. C'est-à-dire, la langue, c'est un défi. Et la langue, et ça, si le Maroc est une passerelle, il faut reconnaître le challenge de la langue. Et je dis la langue du côté des États-Unis. Parce que, d'après les sondages, les entreprises américaines, ils ont peur de vraiment faire du business en français, en des autres langues. Je me souviens, un de mes collègues d'université, il est enseignant dans un lycée dans mon petite ville, Caroline du Nord, de français. Il est le seul prof de français dans ma petite ville. Et il m'a dit qu'il y avait une usine avait un partenariat avec un pays en Afrique de l'Ouest et ils ont cherché pour traduire un contrat qu'ils avaient envoyé. Imaginez-vous cette situation aux États-Unis. Il faut reconnaître, il y a cette barrière de la langue et c'est de notre côté. Mais je crois aussi, j'aime bien cette discussion sur la taille de marché. En 2007, il y a un businessman américain, il a dit quelque chose de très, très important sur les relations entre le Maroc et les États-Unis. Il a dit à cette époque, et je crois que les chiffres ont amélioré depuis cette époque, il a dit un an de commerce entre le Maroc et les États-Unis égale un jour de commerce avec le Canada. Mais il a dit, je suis optimiste parce que une journée au Maroc, c'est beaucoup plus intéressant. Et je crois que ça doit être l'attitude du Maroc, de trouver les niches, de trouver les produits et les partenaires. Et ça peut être vraiment rentable pour notre pays. Non mais, parce que si on revient, je reviens vers cet exemple Calvinder du Chili, les exportations, et là on parle des exportations vers les États-Unis, ont été multipliés par 10. C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste une question géographique ou c'est une question de négociation? Et si c'est dans ce cas-là, est-ce que ça fait partie de la culture américaine de renégocier ce genre d'accord? Je crois que pour ça, c'est la culture. Je dis depuis toujours que il faut que le Maroc se vante mieux. Je sais que l'humilité, ça fait partie de la culture marocaine. Je l'adore, mais aux États-Unis, l'humilité n'a pas une place dans le business. Et je crois aussi géographiquement, et je crois aussi avec la langue espagnole, bien que la langue, c'est un défi ici aux États-Unis, s'il y a une langue où on est un peu plus à l'aise, c'est l'espagnol. Je crois que c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de succès avec le Chili. OK. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez de conseils. Je connais votre amour justement pour le royaume du Maroc, n'est-ce pas, Calvinder, qui est pour la langue aussi, que vous maîtrisez très bien. Quel serait votre conseil pour les Américains? De vraiment connaître le Maroc au-delà. Donc en fait, c'est pour les deux. Hein. Il faut connaître, d'un côté, il faut connaître pour les exportateurs, le producteur marocain connaître davantage les États-Unis et vice-versa. Les Américains devraient connaître davantage le Maroc et l'Afrique, parce que ce sont 54 pays. Oui. Hein.
Et oui, et c'est diversifié. Et moi, je te jure, chaque fois que je viens au Maroc, j'ai une liste super longue de gens qui demandent l'huile d'argan. Si je rentre aux États-Unis sans valise pleine de l'huile d'argan, c'est la fin avec ma famille. Alors, je sais qu'il y a un marché, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de produits, peut-être beaucoup plus de produits plus rentables de le Maroc. Mais il faut du travail des deux côtés. Il faut que les Marocains connaissent et fassent leurs recherches sur le marché américain et vice-versa. Parce que les relations entre nos deux pays, c'est pas le problème. Mais on ne se connaît pas comme il faut pour améliorer la relation, surtout sur le plan économique, pour vraiment profiter de notre accord de libre-échange. Parce que, comme j'ai dit, j'adore que nous avons un seul accord de libre-échange en Afrique et ça commence avec le Maroc. Et je crois que ça, c'est vraiment un message et inspiration pour l'avenir. Très bien. L'inspiration aussi pour l'avenir, Abdelwahed Rhal, elle se base aussi sur les outcomes, les résultats de cette 8e session du comité de suivi de l'ALE. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'on pourrait éventuellement se diriger vers une renégociation de cet accord vers l'avenir? Écoutez, la renégociation, il est toujours là. D'ailleurs, le comité se réunit chaque année. Donc, chaque année, on revient sur le sujet qui fâche des deux côtés. Et pour nous, le déficit commercial, comme je l'ai dit, doit être atténué un petit peu. Et sur ça, nous avons identifié pas mal de sujets sur disons le textile, sur l'automobile. Et aujourd'hui, nous avons convenu de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble sur l'écosystème batterie. Et c'est sur des choses-là qui vont permettre en plus de l'assouplissement des règles d'origine, je pense que tout ça va permettre un peu d'améliorer davantage nos exportations vers le marché américain, et pas uniquement vers le marché américain, également vers des marchés qui intéressent les Américains également, notamment le marché africain, en capitalisant sur l'accord de libre-échange de la zone Afrique, donc où le Maroc est membre de cet accord-là, et en utilisant, comme l'a dit M. Calvin, que le Maroc pourrait constituer une passerelle compétitive pour les Américains, pour adresser ensemble, on va dire, le marché américain. Je suis convaincu que nous avons mis en place un peu les mécanismes qui devraient améliorer, on va dire, nos échanges commerciaux. Et je parle rien que pour l'écosystème batterie. Nous avons demandé de manière officielle l'alignement aux avantages accordés à la Corée du Sud en matière de précurseurs à donc utiliser dans les batteries. Et donc ça, c'est une transition qualitative, on va dire, de nos futures exportations vers le marché américain. Surtout qu'effectivement, comme l'a évoqué d'ailleurs l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Washington, Youssef Amrani, l'accord de libre-échange constitue, et j'aime bien vraiment, puisqu'on parle de batteries électriques, un catalyseur de rapprochement des communautés d'affaires entre les deux pays. C'est important de le rappeler. Zakaria Ferrano, un dernier mot sur l'avenir de cet accord de libre-échange. Je pense, sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, je pense qu'il faut voir un peu deux créneaux qui sont très importants. Je pense qu'ils vont constituer l'avenir de ces accords. Premièrement, c'est que nous avons un élan très important en matière d'IDE. Donc, les investissements directs à l'étranger, ils ont été améliorés significativement, surtout entre l'année 2021 et 2022. Nous avons accusé une augmentation très importante, plus de 7 milliards en une année, ce qui est très, très important pour le Maroc. Et je pense que ça sera la porte d'entrée pour pouvoir un peu équilibrer les relations entre les États-Unis et le Maroc. Exact. Ça, d'un point de vue, je dirais, financier, mais aussi d'un point de vue technologique, parce que lorsque vous avez le Maroc qui constitue une plateforme d'installation des investisseurs américains, ça permet aussi de reflouer la technologie américaine vers le Maroc. Exact. Et ça, c'est très important. Deuxième élément que je pense, et en plus, nous avons beaucoup d'atouts, infrastructures, nous avons aussi un positionnement géographique, nous avons aussi une sécurité, une stabilité politique qui est très importante et sociale. Et ce qui reste, c'est un peu de marqueter sur la marque Maroc et pouvoir un peu changer l'idée des Américains, ceux qui croient que l'Afrique, il n'y a que des chameaux. Non, l'Afrique, le Maroc, c'est un hub d'infrastructure. Deuxième élément, permettez-moi de le dire, on n'a pas
parlé de ça dans cette émission, mais il faut l'évoquer, c'est qu'il est temps que le Maroc change sa stratégie de capital humain qu'on dresse vers les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons un capital humain qu'on trouve en Europe. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de Marocains résidant à l'étranger qui sont en Europe, qui vont étudier en Europe, qui vont étudier en Chine, en Turquie, etc., etc. Mais l'Amérique reste les États-Unis restent un pays où nous avons de moins en moins de ressortissants marocains qui sont là-bas. Et donc là, il faut que le capital humain aussi marocain, je parle ici en termes d'éducation, en termes de recherche scientifique, commence à s'adapter avec l'environnement américain. Et ça permettra. Donc là, permettez-moi de le dire, il ne suffit pas uniquement le commerce qui soit dans le relais des deux relations, mais il faut aussi que l'éducation, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur soient aussi en relation intense avec les États-Unis. C'est cette diaspora marocaine qui nous fait vraiment honneur aux États-Unis. En témoignent les Marocains qui occupent des postes clés très stratégiques dans des institutions hautement importantes. On l'a vu dans l'armée avec les exercices African Lion, mais aussi à la NASA. Bref, on ne va pas tous les évoquer parce que la liste est très longue. Mais en effet, il y a des choses à faire en termes de quantité, mais la qualité y est. Ouais. Merci beaucoup, Zakaria Fiorano. Mes remerciements vont également au directeur du commerce au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a été avec nous depuis Washington, où se tiennent maintenant même les bilatérales entre la délégation marocaine et les hauts responsables américains pour justement donner son plein potentiel à cet accord de libre-échange qui a soufflé sa 20e bougie, en tout cas dans la signature et l'entrée en vigueur 18 ans. Merci Abdelwahab. Merci Ehsan. Et merci bien évidemment à notre cher analyste Calvin Dark. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, toujours enrichissant de vous écouter et de vous entendre. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.